Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Martin. Salut Bart. Comment ça va ? Super bien, là. Petite session boeuse ce matin. Puis juste le temps de rentrer pour prendre la douche, manger des pâtes, faire une petite sieste. Donc si tu me demandes tout à l'heure quelle est une journée parfaite pour moi, je vais te répondre une journée comme aujourd'hui. Voilà, ça c'est fait. Ok, un peu de sport, une bonne journée, du repos et une rencontre sympa. Alors, parfaitement. Ok, trop cool. Écoute, je suis vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui. On a été mis en relation par Marine, je crois, oui. Ouais, qui s'occupe de la communication pour la commission française nationale de monocycle, exactement, parce que tu es monocycliste. C'est ça. Donc tu vas nous expliquer, il y a plein de sujets parce que il y a plein de disciplines dans le monocycle, c'est une discipline que je connaissais pas du tout, j'ai découvert et moi qui aime bien un petit peu la mécanique, moi qui ai fait pas mal de vélo, ça m'a fait marrer, tu vois, de me replonger un peu dans tout ça, de recomprendre comment ça fonctionnait et aussi de voir à quel point t'étais un énorme champion, un vrai extraterrien du monocycle. T'as enchaîné plein de trophées et tout. Et je te connaissais pas du tout avant qu'on nous mette en relation. Donc merci à Marine pour cette découverte. Oui, elle est forte Marine pour médiatiser le monocycle. Elle fait du bon travail. Ok. Et du coup, ouais, comment ça se passe ? C'est une commission parce qu'il n'y a pas de fédération. Oui. Quelle est la différence du coup entre une commission et une fédération ? Tu sais un peu ? En fait, la commission. Non, on peut pas avoir de fédération française de monocycle, effectivement. Ok. Et depuis maintenant 8 ans, on se fait héberger en fait dans le cadre de la fédération française Léo Lagrange, l'Union nationale sportive Léo Lagrange. Voilà, et on a ce statut depuis. Mais effectivement, c'est pas une fédération française, c'est une commission en tant que en fait. Une partie de l'UNSSL, l'Union nationale sportive Léo Lagrange. Alors tu sais s'il existe d'autres commissions dans d'autres sports un peu atypiques comme le monocycle ? Alors oui, il y a une catégorie qui est sport émergent et avec nous il y a le football australien que je ne connaissais pas et qui est un sport assez improbable en fait et du coup qui a toute sa place si je peux dire avec le monocycle. Voilà, ça se passe de ce que j'ai compris, ça se passe sur un terrain ovale. Qui a 4 poteaux de chaque côté, donc jusque là on est à peu près dans le Quidditch quoi. Okay. Et après voilà il y a pas mal de règles. Je sais qu'ils ont un ballon ovale, ils ont le droit de courir avec mais de dribbler une fois au moins un dribble tous les 15 mètres et puis ils se font des plaquages assez sévères et ça a l'air vraiment passionnant à regarder. Ok, trop cool. Moi j'ai découvert il y a pas longtemps là le dodgeball. C'est la balle aux prisonniers en fait. Ah oui, d'accord. Et c'est assez marrant à regarder. Je te recommande de regarder un petit peu. Génial.
On a un petit peu digressé pour le début, mais c'est normal pour poser un peu le contexte. Ouais. Là, tu le sais, enfin, vu que tu as écouté quelques épisodes et je t'en remercie, c'est vraiment franchement super cool. T'as écouté des super épisodes comme tu me disais avec Clarisse Kremer ou Stéphane Brognard. Et la tradition pour le podcast, pour lancer un petit peu la conversation, c'est de commencer par l'enfance et à savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, j'ai fait les bébés nageurs, mais c'était à peu près à la même époque où j'essayais de décoller ma tête du sol pour marcher à quatre pattes, donc je m'en souviens absolument pas. Okay. Je dirais le ski, les sorties de ski. C'était toutes les semaines, à partir de 4 ou 5 ans, mes parents m'ont inscrit. Et étonnamment, je me souviens surtout des trajets en car où on passait par les gorges de la Bourne pour aller de Valence à Corançon-au-Vercors. Ok. Et on passait dans ces gorges qui depuis ont été interdites parce qu'il y a eu des gros éboulements. Voilà, donc il y avait la paroi à gauche, le vide à droite quand on était sur un siège côté fenêtre, c'était assez impressionnant des fois. Et voilà, pendant ce trajet, ils nous mettaient des dessins animés et je mangeais des sandwichs au saucisson préparés par ma mère que j'essaye de refaire religieusement à chaque fois que je pars à la journée. Je pense que le secret, c'est les petites lamelles de cornichons, mais j'en dirai pas plus. Voilà. Beurre salé. Ouais. Non, beurre doux pour le coup, doux, même si je sais que les Bretons raffolent de beurre salé. Voilà. Et ce que j'aimais bien pendant les sorties de ski, c'était étrangement les passages peu pentus où il fallait pousser sur les bâtons. Et là, donc c'était souvent pour rallier un télésiège. Donc le moniteur savait qu'on savait où s'arrêter. Okay. Donc il nous laissait partir, on faisait la course et j'adorais ça. Et je me demande si je préférais pas même ça à plus tard quand j'ai fait de la compétition ou de slalom, où là, fallait passer entre les portes, mais quitte à faire la course, moi je préfère dire rendez-vous premier en bas et puis aller tout chousse. Voilà. Vas-y. Non, j'ai un autre souvenir qui me vient, mais si vas-y, raconte-le-moi. J'ai un autre souvenir, c'est d'aller de la Drôme à l'Ardèche sur mon petit vélo bleu sans vitesse. Là, je parlais de entre 4 et 6 ans avec mon père qui venait avec moi à pied. Ouais, j'allais chez mes grands-parents. Et mon père, donc, il se faisait un semi-marathon. Moi, je le suivais. Et il faisait même un peu plus que ça, vu qu'il prenait toujours une sangle et une chambre à air pour me tirer dans les montées. Ok. Voilà, cool. Puis je suis repassé pendant le confinement sur ces petites routes qui sont vraiment très belles en apportant de la nourriture à mes grands-parents. Là. Ok. Et voilà, puis sinon quelques petits souvenirs de sport auxquels m'ont inscrit mes parents quand j'étais petit. Je sais qu'il y a du handball, du tennis, du judo, de la boxe et souvent des petits crosses. Je me souviens encore de petits crosses à pied où c'était quelques centaines de mètres et les premiers gagnaient une peluche. Donc voilà, j'ai une peluche de girafe quelque part chez moi qu'il faudrait que je ressorte. Ok, sacré souvenir. Mais ok, ouais, donc t'as vraiment t'as fait plein de choses quoi. T'as touché à plein de trucs. Ouais. Et ça tu racontais que t'aimais bien plutôt pousser sur les bâtons. Ça t'a jamais donné envie de faire du ski de fond? Tu t'es essayé un peu? Et bah si, justement. Bah d'ailleurs à 15 ans, mon père m'avait inscrit à la Transvercors à ski de fond. Okay. Donc j'avais loué des skis, avant ça j'avais dû en faire 3 ou 4 fois, mais j'ai vraiment adoré cette traversée de 50 km et à chaque fois que j'en refais, je me dis ça c'est typiquement un sport, si j'étais né à côté plus près d'une montagne, ouais. Vraiment très proche, parce que bon là j'avais les premières stations à un peu plus d'1 heure, pour moi c'est pas assez proche encore, mais c'est vraiment un sport qui me plaît et j'aimerais bien refaire une grande traversée comme ça un de ces jours. Ok. Ouais. Bah, peut-être pour plus tard. Ouais, exactement. Et parmi tous les sports que tu faisais, il y avait déjà des prédispositions physiques un peu pour un sport de fond. Alors parce qu'on va aborder le sujet, mais toi sur le monocycle, il y a du 100 km, il y a du marathon. Le 100 km, je crois que tu le fais en 3h45, quelque chose comme ça. 3h20 maintenant. 3h20, ok. D'accord, ouais, donc qu'on est vraiment dans du fond. Ouais. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà un peu quelques prédispositions? Je les ai pas. J'ai pas remarqué tout de suite que j'avais des prédispositions quelconques, sauf peut-être en course à pied où je faisais les crosses du collège, les crosses district, puis d'abord c'était départemental. Non, d'abord c'était district, puis souvent j'arrivais à me qualifier pour les académiques et les. Ouais. Et je sais plus dans quel ordre c'était, mais je voyais là que je me débrouillais bien. Ok. Et puis je partais souvent tout seul explorer.
pendant une ou plusieurs heures. Donc je voyais que je tenais bien sur le fond Ok. de manière générale. Ok, ouais, mais pas de. Bah, t'as quand même fait des crosses à un petit niveau, quoi. Mais du coup, Ouais. ça a fait un peu de compète et tout. Trop chouette. Et bah, comment est-ce qu'on. J'ai vu que t'étais tombé dans le monocycle vers 13-14 ans. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on tombe dans le monocycle? Tu vois, je sais pas, c'est un déclic, c'est une rencontre. Tu vois, j'imagine que doit y avoir une petite histoire de hasard par rapport à ça. Ouais. Alors, moi, quand on me pose la question, je réponds souvent qu'il y a eu 3 phases. La première phase, comme je pense plus de 90% des gens qui tombent dans le monocycle, comme tu dis, c'est un lien avec le cirque, parce que bon, c'est vraiment de là que vient le monocycle. C'est l'image qu'ont la plupart des gens, sans savoir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et donc au début, c'est mon père qui m'avait inscrit à un club de jonglage, et lui, il le faisait aussi. Enfin, c'était pas vraiment un club de jonglage, c'était des ateliers jonglage une fois par mois. Okay. Et c'est lui, en fait, qui a vu un monocycle, qui s'est dit je vais tester ça, et qui en a demandé un à un collègue pour essayer. Et moi, je le voyais passer dans le couloir en faisant mes devoirs, donc il slalomait entre les meubles. Le meilleur moyen pour apprendre, c'est vraiment le couloir. Ok. Et donc voilà, je me suis mis à en parce faire. Que tu peux te tenir contre le mur. Okay. Ouais. C'est mieux que contre un mur, sinon on reste toujours appuyé un peu sur le mur, et on n'arrive jamais à vraiment se mettre le centre de gravité au-dessus de la roue. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Enfin, là, j'ai appris à en faire, mais j'avais pas encore de vision du monocycle comme un sport. J'avais la vision qu'a la majorité de la population, quoi. C'est un petit challenge de tenir sur une roue. C'est rigolo. Et c'est un truc que t'apprends pour le fun, histoire de faire marrer un peu les copains, de te exactement. Rigoler, et après, on le met au fond d'un placard et on n'y touche plus. Okay. Il y a un nombre impressionnant de gens qui ont des monocycles au fond de placard. Et qui les utilisent jamais. Non. c'est vrai que c'est tentant, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment essayé du coup, mais il y a un vrai challenge, quoi. Tu vois, Et d'ailleurs, on met combien de temps à peu près à pouvoir rouler, être complètement autonome? Rouler pouvoir se lâcher sur quelques tours de pédale, ça prend entre 1 heure ou même entre 40 minutes et 2 ou 3 heures selon les gens. Le mieux, c'est de faire des petites sessions de 20 minutes. Okay. Ça suffit bien 20 minutes parce qu'on est assez tétanisé sur les jambes, vu qu'on maîtrise l'équilibre avant-arrière avec les jambes. Ouais. Donc, tu gaines à fond, non? Tu dois être vachement gainé au début et stressé. On est bien gainé, et puis on a les jambes en 20 minutes qui sont vraiment tétanisées, quoi. Okay. Le temps de boire un petit coup puis de repartir pour une session de 20 minutes. Ok. Voilà. J'ai un collègue qui a appris le monocycle en moins de 20 minutes, mais j'ai vu ça vraiment qu'une fois dans ma vie. La plupart du temps, c'est ça, c'est une quarantaine de minutes. Et sachant que ça, c'est pour rouler sur quelques tours de pédale. Après, pour apprendre à tourner, tout ça, ça prend quelques heures de plus. Okay. Mais quand on arrive déjà à se lâcher sur 2-3 tours de pédale, généralement, c'est qu'on a fait une grosse partie du boulot et qu'on peut commencer à essayer de se lâcher dehors. Et puis voilà, donc au début, on se fait mener un peu là où veut le monocycle, et après, on arrive à le contrôler petit à petit. Okay. Voilà, puis pour rouler ensuite, après, vraiment à l'aise en cross ou en ville, là, il faut des semaines, voire des mois. Ok. Voire des années. Il y a certains parcours de cross. Bon, tu vas nous expliquer un peu toutes les disciplines, mais il y a certains parcours de cross qui sont très techniques et très compliqués du coup pour l'équilibre et tout. Mais ma question, c'est, tu pars du cirque. T'es dans un sport qui est encore très peu encadré, je pense, à l'époque, tu vois, ou encore peut-être. Je sais plus en quelle année est née la commission, mais ça fait pas tant que ça. À l'époque, il y avait une fédération France monocycliste, et je sais que c'était la 2e Coupe de France qui allait avoir lieu. Okay. Moi, j'ai raté juste la première, donc je sais pas si la fédé existait déjà avant. Okay. Mais voilà, il y avait pas vraiment eu de compétition avant 2003. Et comment tu passes du cirque à la compète, ou tu trouves un club, tu t'entraînes tout seul, comment est-ce que tu progresses? Et donc justement la compétition, mon arrivée en compétition, c'était le début de la phase 2, de ma phase 2 du monocycle. La fin de la phase 1, c'était que je réussissais à rouler, j'avais même appris à monter, et j'avais commencé à sortir un petit peu le monocycle du domaine du cirque, parce que mon père nous emmenait faire des randos en Ardèche tous les week-ends avec mes 2 petites sœurs.
Donc ça nous enchantait pas plus que ça. Il y en a une qui disait pas grand-chose, l'autre qui râlait. Et puis moi, je prenais le monocycle et comme ça se transformait en challenge. Et donc j'ai commencé à rouler sur des chemins, enfin des sentiers, quoi. Ok. Et c'est là que mon père s'est renseigné et a vu justement qu'il y avait des Coupes de France de monocycle depuis 2003. Et là, on était depuis 2004. Et là, on était en 2005. Et la prochaine était à la Toussaint, près de Nice. Ok. Donc il m'a inscrit, tout le monde peut s'inscrire en fait. Et on y est allé, puis là vraiment je suis arrivé et j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu. À peine on a garé la voiture qu'on voit des monocyclistes de partout. Il y en a certains qui sautaient sur des murs, d'autres qui descendaient des escaliers, d'autres en train de s'échauffer sur la piste d'athlétisme. Alors on traverse la piste et puis là on tombe sur la zone de trial où il y avait donc des tas de palettes de partout, des échafaudages où le but c'était de passer par là, quoi. Ok. Et là ça m'a vraiment montré que justement le monocycle vraiment sort des cirques et est quelque chose de complètement différent. Ouais. Et c'est à partir de là où je me suis dit que j'avais envie de m'y mettre à fond, quoi. J'avais même noté sur un petit post-it collé sur le frigo. C'était un post-it, je crois, Caprice des dieux qu'on avait eu dans le fromage avec les bonnes résolutions pour l'année. J'avais noté réussir le gliding et le coasting, qui sont 2 figures de monocycle que j'avais apprises, que j'avais vu faire à cette Coupe de France, qui consiste en fait à lâcher les pédales, à mettre un pied sur la fourche et l'autre pied en gliding qui freine la roue. Donc ça peut être fait en descente ou sur du plat avec élan. Et un autre pied sur la fourche. Voilà, le coasting, les 2 pieds sont sur la fourche. Ok. Voilà. Puis depuis cette Coupe de France, donc je me suis entraîné tous les jours sur comme ça du freestyle, un peu de trial. Ok, ouais, donc toi t'as commencé par cette voie-là en fait, par la voie un peu des figures, du freestyle, ouais. Et c'est ça qui t'attirait le plus au début. Bah au début, avec les monocycles que j'avais, je pouvais surtout faire ça. J'avais pas de monocycle de trial, j'avais pas de grande roue. Ouais. Donc j'ai commencé par les figures, ouais. Ok. Et à quel moment t'as commencé un petit peu plus à passer sur les compétitions un peu de fond, de foncier et de distance du coup? Et dès la première Coupe de France, mon père m'avait inscrit quand même aussi aux 10 km en plus de l'athlétisme. Donc je l'avais fait, j'avais vu que je m'étais bien débrouillé. Mon père avait un monocycle 24 pouces, donc c'est une roue de vélo d'enfant. Il y a 20 pouces, c'est la taille des roues qu'on voit surtout dans les BMX. C'est les monocycles souvent d'initiation et de cirque. 24 pouces, c'est un tout petit peu plus grand. Et le 10 km en 24 pouces, on met entre 30 minutes et 1 heure. Ok. Là, j'avais vu que je me débrouillais bien, mais c'était encore un 24 pouces. Et après, ma troisième phase dans le monocycle, c'est à partir du jour où j'ai commandé un 29 pouces, comme celui avec lequel je suis venu aujourd'hui. Et là, ça démultiplie les capacités d'exploration. Ça permet vraiment d'aller plus vite, plus loin. Ouais. Et donc, j'ai pas arrêté de rouler. En plus, je suis arrivé en études à Lyon. Oui. Mais tu fais ça tout seul ? T'apprends tout seul dans ton coin, tu fais comment? Tu regardes des vidéos, t'appelles justement ces gens-là qui étaient au championnat de France pour leur demander des tips. Tu vois comment est-ce que tu t'organises? Parce que c'est pas anodin, tu vois. Non. Alors il y a pas mal de clubs. Il y a 32 clubs aujourd'hui en France. Là en Drôme-Ardèche, il y en avait aucun. Du coup, moi je m'entraîne pas mal seul. Ça me convient comme mode d'entraînement. Ouais. Mais en 2006, avec mon père, on voulait quand même faire quelque chose et essayer de recruter un peu d'autres monocyclistes. Et on en avait rencontré par-ci par-là autour de Valence. Donc on s'est dit on va essayer de créer quelque chose. Et on avait créé une junior association. Donc avec quelques articles dans le Dauphiné Libéré. Et voilà, dans le but de rouler à plusieurs. Trop cool. Et ça a bien marché, puisqu'on est arrivé à des balades... On appelait ça des balades ou des sorties monocycles à 17 monocyclistes, sachant que dans la Drôme, il n'y avait pas de club, il n'y avait rien. Et voilà, en fait, il y avait à peu près 1 ou 2 monocyclistes par village alentour. Et quand on se réunissait tous, on arrivait à être beaucoup. Trop cool. Voilà, donc chacun organisait une sortie dans son village. Et entre 2006 et 2011, on a dû faire plus d'une 50aine de sorties. Enfin, il y avait vraiment une bonne dynamique. Et c'est vrai que c'est pour tout ce qui est figure, trial... ça encourage pas mal le fait d'être en groupe, quoi. Ok. Et tu peux peut-être rappeler, moi j'ai envie de parler un petit peu des différentes courses et peut-être aussi des aptitudes physiques qu'il y a.
Mais tu peux rappeler un petit peu les gros groupes de disciplines qu'il y a à l'intérieur du monocycle et peut-être, je sais pas, les épreuves un peu reines ou moi j'ai vu que toi tu faisais du marathon, du 100 km. Tu vois, c'est des distances un peu mythiques, tu vois. Donc en tout cas en course à pied ou dans d'autres sports, mais tu peux rappeler un petit peu le paysage. Alors il y a à peu près 5 grandes catégories. Il y a l'athlétisme, donc c'est les courses sur piste. Donc c'est assez classique, 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 100 mètres relais. Il y a même du saut en hauteur et du saut en longueur, avec des records du monde respectifs. 1m42 de mémoire et 5 mètres et quelques pour le saut en longueur. Wow. Donc et puis il y a des en athlée toujours il y a des disciplines spécifiques au monocycle qui sont un peu discutées mais qui continuent à exister, comme par exemple le 50 mètres à un pied. Donc en fait on part et puis au bout de quelques mètres on doit mettre un pied sur la fourche et continuer qu'avec un seul pied. Voilà, ça c'est vraiment trop. Il n'y a aucun lien là avec l'athlétisme à pied, quoi. Voilà, une deuxième catégorie, c'est le freestyle dont je parlais tout à l'heure, et ça ressemble vraiment à du patinage artistique. C'est des figures gracieuses, ça se passe dans un gymnase, sur de la musique, puis les compétiteurs sont vraiment calés sur la musique, ils sont costumés avec des beaux costumes, et il y a vraiment des figures impressionnantes qui sont faites, l'une des plus connues là, où les Coréennes sont vraiment forts pour faire ça, ça consiste à pédaler, sauter les deux pieds sur la fourche, donc la roue est libre dessous, et ensuite ils arrivent à attraper leurs pieds derrière leur tête et à tourner sur eux-mêmes en arrière. Enfin, je sais pas si tu arrives à te rendre compte de ce que ça peut être, mais ouais, ça a l'air très compliqué. Voilà. Et en freestyle par groupe, quand ils sont 15 à faire ça en même temps avec des beaux costumes, c'est vraiment beau et impressionnant, et tout le monde de toutes les catégories essaye de garder son soir, au moins un des soirs pour voir une soirée freestyle et voilà, y assister. Ensuite, il y a... on a dit athlé, freestyle. Voilà. Ensuite, il y a la catégorie... il y a le trial. Et puis, il y a du street et du flat, qui sont un peu l'équivalent du BMX. Je ne sais pas si c'est regroupé avec le trial ou avec le freestyle. Voilà. Il y a du sport collectif. Il y a du basket en monocycle et du hockey. Et d'ailleurs, les Français sont champions du monde de monobasket depuis 10 ans. Génial. Voilà. Après un long règne portoricain. Voilà. En hockey, pour l'instant, c'est les Allemands et les Suisses qui sont indétrônables, même si les Français essayent de s'y mettre. Et c'est impressionnant, hein, c'est fluide, c'est vraiment, ça vaut le coup. Et il y a pas mal de vidéos sur YouTube d'ailleurs, pour se rendre compte. J'irai voir. J'ai pas regardé, mais ça a l'air très chouette. Du monobasket. C'est impressionnant. J'en ai fait un petit peu quand j'étais à Lyon là, avec l'équipe de Lyon. Moi, j'étais pas dans leur équipe 1, mais je faisais quelques tournois et c'est vraiment sympa. Et donc les deux grosses catégories que je préfère, moi, c'est la catégorie cross. Donc là, il y a 4 épreuves. Donc il y a du cross country, donc c'est du VTT quoi, comme en vélo en fait. Ouais, la même course. Ouais. Sur les mêmes types de terrain, il y a une montée chronométrée qui en général est bien raide, bien longue. Il y a de la descente, du downhill. Et d'ailleurs, ceux des prochains championnats du monde là sont assez prometteurs parce que je crois qu'il y a plus d'un kilomètre de dénivelé négatif avec beaucoup de technicité. Et la dernière épreuve, elle vient de se rajouter il y a quelques années, depuis 2014 à Montréal. C'est du cyclocross comme en vélo. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est plusieurs boucles avec des obstacles et c'est une boucle pas très grande mais qu'on fait plusieurs fois. Donc en fait on se double plusieurs fois. Donc il y a un peu un aspect essayer de se faufiler tout en passant les obstacles. Et là on a le droit de descendre du monocycle, le prendre soit sur son dos, soit lui faire passer l'obstacle avant et ensuite on ressaute dessus. Et c'est vraiment hyper cardio comme épreuve. Ouais, j'imagine, Dans le cyclisme classique, il y a Van der Poel et Wout van Aert, je sais pas si tu suis, qui sont les deux icônes du cyclocross. Ouais, bien sûr. Voilà. Et la dernière grande catégorie de course, c'est la route, où là il y a toujours un 10 km et un marathon, donc il fait 42 km. Et depuis quelques années, il y a aussi le 100 km, qui là au prochain championnat va être remplacé par une course de côte. Voilà, donc c'est... donc il y a des courses comme ça qui changent. Le 100 km, c'est un des derniers à arriver, donc il n'est pas encore officialisé à 100%. Quoi. Voilà. Et qui décide de ça, des courses qui vont avoir lieu durant les championnats? Il y a un jury, alors je sais pas le terme exact, il y a des groupes de discussion
C'est des comités, voilà. Ok, Et des comités de discussion dès que les championnats du monde c'est surtout, je parle de championnat du monde parce qu'il y a beaucoup plus de discussions et de choses qui bougent après bien les sûr, championnats sur du les monde. comités internationaux. Ouais, donc dès que les championnats se terminent, il y a des groupes qui sont ouverts. Il y a un site spécial avec des comités et des sujets sont proposés, sont discutés. Et après, donc il y a une proposition générale, une proposition finale qui est faite après toutes les discussions. Ok. Et on vote pour faire passer ou non la règle. Et toi, tu peux voter, par exemple. Bah moi, on m'a demandé. Attends, parce que ce que ça veut dire là, t'es en train de, notamment, t'as dit que le 100 km allait être supprimé, par exemple, ou n'allait pas être reconduit. Il est pas forcément. Je pense qu'il va être reconduit. Là, il y avait une occasion de faire une course de côte, donc ils l'ont transformé. Je pense qu'il va revenir après, mais il n'y a pas d'obligation, quoi. Et donc, toi, si je me trompe pas, t'étais champion du monde en titre en 2018 sur 100 km. Oui. Il y a le comité international qui vient de voir et qui te dit bon, en 2020, il y en aura pas. Ouais. Et on te donne le droit de voter quand même. Oui, c'est quand même assez marrant. Mais ouais, c'est vraiment c'est un sport encore assez jeune et oui, du coup, ça se produit, quoi. Après, le 100 km, pour l'instant, il a eu lieu que 2 fois sur les championnats du monde. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je leur en veux pas trop. Parce qu'on est déjà au 20e championnat du monde. Ouais. Il a eu lieu en 2012 et 2018. Voilà, puis là, en plus, les organisateurs, je les connais bien, je sais tout ce qu'ils endurent pour organiser un événement comme ça, parce qu'au final, ça fait quand même entre 30 et 40 disciplines à organiser. Ouais, donc c'est vraiment énorme. Costaud, parce qu'en fait, tout ça, là, toutes les 5 disciplines que tu as dit, et qui un peu, pour certaines, n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est fait durant le même événement qui a lieu sur une période très courte, quoi. Ouais, c'est dans les championnats de France, je crois que c'est diminué à entre 20 et 25, mais bon, ça fait déjà beaucoup. Mais dans les championnats du monde, il faut qu'ils gèrent à la fois les gymnases pour les sport co et le freestyle, qu'ils trouvent un endroit où faire le cross, le parcours du marathon avec toutes les autorisations qu'il faut demander à la mairie. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez gros à organiser, en fait. Faut être vraiment passionné, quoi, pour un sport, tu vois, je pense en plus qu'il doit être très bénévole, non? Oui, il n'y a pas grand monde qui vit vraiment du monocycle dans la commission. Ouais. Il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup d'engagement. Ok. Ouais, mais c'est en fait, tu vois, c'est ça qui m'a fasciné quand je suis tombé dans ton univers. C'était de me rendre compte que vous êtes quelques milliers sur Terre à être vraiment passionnés et à vous retrouver, et on sent que au détour de quelques vidéos, on sent que c'est une petite communauté, que les gens se connaissent assez rapidement, que les gens sont assez accessibles aussi à l'intérieur de cette communauté, et qu'il y a une passion qui est tellement forte, et que vous arrivez à faire des événements à organiser, alors qu'il n'y a pas vraiment de fédération, il n'y a pas de médias qui vous soutiennent, et en fait pas de problème, on le fait nous-mêmes, vous l'organisez, et ça s'organise et ça se fait, quoi. Donc j'imagine qu'il y a il y a beaucoup de passion qui doit se cacher derrière tout ça, et aussi beaucoup d'huile de coude et de sueur, quoi. Mais oui, t'as complètement raison. Déjà, organiser une Coupe de France, c'est pas une mince affaire, hein. Plus de 20 épreuves qui s'enchaînent sur entre 4 à 6 jours, et avec plusieurs centaines de participants en plus de tous les accompagnateurs. Mais organiser un championnat du monde, là, c'est presque titanesque, quoi, parce que là, on parle de plus de 30 épreuves sur une douzaine de jours, et surtout 1500 participants de près de 30 pays différents. Donc c'est vraiment gros. 1500, pourquoi on est autant? Parce que les épreuves de monocycle, c'est un peu comme le marathon de Paris ou de New York. En fait, tout le monde peut participer, mais les sas des meilleurs sont vraiment réservés à ceux qui ont pu se qualifier sur les compétitions précédentes. Ok. Voilà. Et est-ce que tu sais d'ailleurs où auront lieu les prochains championnats du monde? Je crois que c'est en France. C'est une première historique. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour la toute première fois. Ça aura lieu à Grenoble. D'ailleurs, il y a le maire Éric Piolle qui s'est engagé à savoir faire du monocycle pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, donc là, il vient de gagner un an, vu que les championnats auraient dû avoir lieu en 2020. Donc la 20e édition aurait dû avoir lieu en 2020, puis elle a été reportée en 2021, et on espère pas en 2022.
Et donc voilà, donc à Grenoble, il y a le club des Monogres, mais qui bien sûr va pas organiser ça tout seul. Il va être aidé par toute l'équipe de la commission nationale et aussi de l'équipe de l'IUF, qui est la Fédération internationale de monocycle. Et j'ai envie de citer quelques noms français là. Est-ce que tu me permets? Vas-y, bien sûr, bien sûr. Qu'on parle de monocycle. Bah ouais, je commence par citer le président de la commission nationale monocycliste, François Viomser, qui arrive à avoir un métier à plein temps, le temps de faire des matchs d'impro et d'organiser ces championnats tout en animant d'autres événements organisés par la commission, notamment pendant le confinement, pour pas trop couper dans le monocycle. Il y a eu des quiz sur les 30 dernières années du monocycle, et il y a même eu une compétition de flat, donc c'est un peu comme du freestyle en BMX, international, qui a lieu donc un peu sur tous les continents via Zoom. Voilà, les riders devaient faire une figure et les autres, c'était par battle en fait, 2 contre 2. Et les autres avaient 3 essais. Voilà, donc il y en a qui avaient la chance d'avoir un grand garage et d'autres, comme un Canadien notamment, qui avait une terrasse à moitié enneigée et qui devait sécher son pneu à chaque fois qu'il repartait pour faire une figure. Voilà, on a une Muriel Kerr qui a passé plus de 15 ans à littéralement déplacer des montagnes pour que tout ça s'organise. Et même si là elle s'est un peu retirée, elle a forcément une contribution au fait que les championnats du monde arrivent. Et puis on a d'autres personnes qui sont pas issues du monocycle mais qui nous aident beaucoup. Je pense par exemple à Didier Pérez qui est directeur du service sport au Conseil régional Rhône-Alpes, ou aussi à Myriam Chomaz, qui est une ancienne boxeuse, championne d'Europe et même, il me semble, championne du monde poids très léger, qui est un peu en train de revivre avec le monocycle ce qu'elle a vécu avec la boxe il y a une 20aine d'années, donc un sport peu connu et qui se développe vachement. Voilà, puis plein d'autres personnes, je vais pas toutes les citer, mais je pense à Samuel Coupé de Rennes, et puis Marine aussi qui œuvre pas mal. Bien sûr. Mais je sais, tu vois, pour avoir quelques copains qui font de l'événementiel, je sais à quel point quand tu passes effectivement, je sais à quel point c'est une énorme charge de travail, et là je me doute que tu vois, si c'est du bénévolat, là effectivement tu as cité 5 personnes mais que il y a énormément d'énergie. Et tu sais à peu près combien de personnes ça représente? Je dirais qu'il y a un noyau dur, vraiment qui doit être de peut-être entre 20 et 30 personnes, je dirais. En France? En France, il y a, dans le noyau vraiment dur, il y en a peut-être un peu moins que ça. Mais il y en a bien une 10-15 de l'international qui donnent un coup de main. Mais après, il y aura plusieurs dizaines de personnes au final qui interviendront dans cette organisation à des degrés différents. Ouais, bien sûr, tu as des prestats, tu prends des clubs, tu as des locaux, les hôtels. Exactement. Ça touche un nombre de personnes hallucinant, je trouve. Ouais. Je pense que les gars, on pourrait les mettre dans... Enfin, les gars, je devrais dire les filles aussi, parce que il y a une bonne parité. Je pense que si on les mettait dans l'organisation des prochains Jeux Olympiques, ils seraient déjà opérationnels, quoi. Ok. Il y a des trucs un peu marrants, je sais pas, des anecdotes qui t'ont choqué, peut-être quand t'as rencontré des sportifs de sport plus exposés, on va dire, si on peut les appeler comme ça, ou plus tout simplement plus connus, qui t'ont un peu marqué sur la différence de faire, ou la différence de pensée qu'il y a pu avoir. Ah oui, il y a toujours, il y a toujours les gens connaissent pas en fait le monocycle, du coup il y a toujours des questions, des réflexions. Au début un peu, les gens peuvent être un peu moqueurs tout en étant admiratifs. Et ensuite, lorsqu'on commence à leur parler de tout ce qu'il y a de technique derrière et leur montrer à quel point le monocycle passe vraiment de partout, là c'est plus l'admiration qui prend le dessus. J'ai même eu l'occasion de participer à un triathlon où les juges m'ont autorisé à participer avec mon monocycle en Ardèche. Et j'ai adoré. En plus, je m'étais assez bien débrouillé. Bon, le problème, c'est que la partie vélo, c'était 20 km en montée, 10 km en montée, et 10 km en descente. Donc dans la montée, j'ai pu, j'en ai doublé pas mal, et après dans la descente, j'étais quand même assez désavantagé. Mais du coup, ça crée assez rapidement l'échange dans les compètes, ou même quand je me pointe à une course à pied avec mon monocycle. Voilà, bon, je le pose au départ, mais avant ça, j'ai eu 10 000 questions sur qu'est-ce que c'est que ce monocycle ? Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué ? Parce que bon, les gens voient le frein, le guidon, les vitesses. Ouais, on va parler un peu du matos après, mais j'imagine que ça crée de la curiosité. Ouais, ça crée beaucoup de curiosité. Ouais. Des fois, j'ai l'occasion de rouler avec des VTTistes.
Donc, dont il y a 2 semaines, là, du côté de Dampierre, qui au début regardait ça et me disait, mais ça va passer là? Comment tu fais avec les racines, les rochers? Et en fait, c'est bien passé. C'est même passé des fois où certains passaient pas. Ouais, bah ouais. On s'en rend pas compte, mais parfois t'es plus. T'as quoi? T'as plus de maniabilité? Ouais, c'est le En principal. côte, tu vas plus vite? Bah, en côte, je sais pas si on va plus vite, mais la position est meilleure en tout cas. Moi, j'aime bien. Enfin, elle est. Disons qu'en côte, il y a un moins gros écart entre le vélo et le monocycle. Parce que bon. Ouais, t'es assis, mais t'es en danse. Mais enfin, t'es pas en danseuse. Enfin, t'es aussi droit qu'en danseuse, presque. Ouais, presque. T'as une position un peu plus agressive, quoi. Et en même temps, t'es assis. Donc, tu t'économises quand même de l'énergie. Parce que tu vois, la danseuse, ça fait. T'es plus puissant, mais tu consommes plus aussi. Parce que t'es debout, quoi. Oui. Oui, il y a cet avantage d'être. Bon, après, ça dépend aussi de la hauteur de selle. On peut aussi se mettre en danseuse en plus par rapport à la selle qu'on a déjà. Mais au niveau performance, en tout cas, en descente, ce qui nous bloque, enfin, ce qui nous freine par rapport au vélo, c'est l'absence de roue libre. Ouais. Sur du plat, il y a beaucoup l'aérodynamisme. Et en montée, j'ai fait plusieurs fois le Mont Ventoux. Et du coup, là, j'ai beaucoup doublé de cyclistes en fait. Disons que le désavantage est réduit et même ça devient un avantage du fait de la position et puis du fait que le monocycle aussi est plus léger. Ok, bah écoute, je sais que j'ai beaucoup de cyclistes parmi les auditeurs qui écoutent quelques épisodes sur leur vélo ou durant leur sortie. Donc si jamais vous faites le Mont Ventoux et que vous vous faites doubler par un monocycliste, bah c'est peut-être Martin. Demandez-lui. T'as combien de titres de champion du monde en tout? Parce que j'ai arrêté de compter les médailles, il y en avait beaucoup trop. Donc je me suis dit juste l'or, déjà il y en avait énormément qu'on a. Ouais, alors de champion du monde, toutes catégories confondues, là je suis à 18. Ok, ouais, c'est monstrueux. Voilà, sachant que je peux en avoir plusieurs, tu peux faire plusieurs par année. catégories. Si je gagne 3 courses, ça me fait 3 titres. Ouais, si tu peux gagner le marathon, tu peux gagner le 100 km, le 10 km et exactement. Aussi, je sais pas... le cross. Le cross, voilà, exactement, le cross. Donc ouais, tu peux revenir, je crois qu'il y a certains mondiaux où t'es revenu avec 11 médailles, quelque chose comme ça. Toute catégorie, non. Le meilleur que j'ai fait, c'était 5 médailles. Okay. Au dernier en fait. Sinon j'avais une moyenne à 3. 5 médailles d'or en plus. 5 médailles d'or, ouais. Okay. 5 titres. Ok. C'est assez impressionnant. C'est quand même... c'est pas anodin, quoi. Tu vois, franchement, c'est dingue. Et c'est quoi les propriétés... Alors toi t'es sur les distances un peu longues et sur le cross. Donc on imagine qu'effectivement il y a du foncier qui doit être vraiment nécessaire. T'as dit aussi que les premières fois qu'on fait du monocycle, t'as les jambes tétanisées. Oui. À la fin d'un cross, t'as les jambes aussi complètement lactiques ou complètement. Ouais, à la fin d'un cross, le cross et le cyclocross, c'est vraiment les 2 courses qui mettent dans le rouge dès le début et on reste dans le rouge tout le long et à la fin on est lessivé. Okay. C'est les jambes et puis il y a aussi le haut du corps et mine de rien en cross et en cyclocross on tire pas mal sur la poignée de selle ou le guidon, ça dépend. En cross on a juste une poignée, en cyclocross moi j'aime bien prendre le guidon pour pouvoir faire des accélérations où je tire sur le guidon et je pousse en même temps avec la jambe et ce qu'il faut pour ces courses là c'est un bon cardio, faire des entraînements assez durs quoi. Ok. Et tenir ce rythme pendant une 40aine de minutes. Ouais. Ok. Donc tu croises beaucoup, tu fais de la course à pied, du vélo normal, du rameur, de la natation ou t'es vraiment t'essayes de faire que du monocycle? Non, je fais principalement du monocycle. Ça m'arrive de faire des footings de temps en temps. Ouais. Où moi j'essaye aussi de me donner un petit peu pour que ça me serve comme entraînement de monocycle. Mais non, principalement du mono et jamais de vélo pour l'instant. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu fais un peu, est-ce que tu compares tes entraînements à une personne qui pourrait, je sais pas, préparer des marathons ou typiquement Julien Absalon, il fait du cyclocross, non, du cross. Il fait du cross. Je sais pas s'il fait du cyclo, je pense pas. Ouais, je pense pas qu'il fait du cyclo, mais ouais. Du coup, est-ce que ton entraînement il est un peu similaire, sauf que c'est juste le matériel qui change ou il y a des grosses différences? En fait, la technique d'entraînement c'est un peu un point qui pêche chez moi vu que
J'ai encore jamais vraiment construit d'entraînement avec des séances spéciales fractionnées ou spéciales fond. Je m'entraîne beaucoup en roulant. En fait, je m'entraîne beaucoup en roulant à fond, quoi. Je pourrais peut-être gagner en faisant du fractionné, mais là, mes entraînements, c'est juste je pars, je roule pendant entre 1 et 3 heures en fonction de ce que je veux préparer. Quand c'est en cross, j'essaie de refaire des fois certaines sessions techniques. Ou des fois, à l'inverse, je vais plutôt essayer de pas arrêter de pédaler pendant toute la durée de l'entraînement. Pour la route, ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'adore rouler en ville parce que on a vraiment une super bonne maniabilité, une bonne vision. Et la ville, c'est des freinages, des relances tout le temps, des montées de trottoir. Quand j'étais à Lyon, je sais que je passais ma vie à monter à Montmartre, Fourvière. À Paris, là, je vais pas mal à Montmartre. Et donc ça, c'est mes entraînements généraux. Et avant les compétitions, moi, je me fais quand même des sessions spéciales où je fais des marathons. Je vais à l'hippodrome de Longchamp. Et là, je me fais un petit échauffement. Puis après, je me lance sur des marathons. Tu t'entraînes à Longchamp, du coup? Ouais. Ouais, avant les grosses compètes. Ouais. Sinon, j'y vais pas comme ça régulièrement les week-ends. Et là, je fais pas de fractionné, mais j'essaye vraiment de faire un marathon à bloc. Trop cool. Et je fais ça, je fais à peu près 3 ou 4 marathons par semaine avant les grosses compétitions, intercalés avec des sessions de cross plus ou moins techniques. Ok. Ouais. Génial. Mais c'est marrant que tu vois, que vous ayez pas spécialement essayé de vous inspirer d'autres sports, tu vois, ou pour essayer de reprendre les blocs ou t'as essayé des fois, je sais pas, de rencontrer en contact ou de le. J'ai des collègues qui le font mieux que moi, dont un Rennais là qui m'a battu sur au moins 2 courses dernièrement et qui lui vraiment s'entraîne. Bon, déjà, récemment, il faisait un volume beaucoup plus gros d'entraînement et puis il se fait justement du fractionné. Il essaie il planifie ses entraînements comme tout bon cycliste. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Et après, je sais qu'à l'international aussi, j'ai pas mal de concurrents qui font ça beaucoup mieux que ce que je le fais, quoi. Ok. Mais après, tu fais 80% de très très bien, tu vois. Il faut faire 80% de foncier et de lent entre guillemets. Où il faut sortir 2 heures, donc c'est que ça reste quand même la base, tu vois. Moi, je suis en train de chercher la petite bête, mais non, mais je sais que je pourrais optimiser. En fait, je suis de plus en plus conscient et peut-être d'ailleurs qu'il va falloir que je le fasse là pour les prochains championnats parce que je veux bien que le niveau monte. Et non, là c'est vraiment quelque chose que je fais pas, mais que je sais qu'il faudrait que je fasse. Je veux vraiment le monocycle comme quelque chose de plaisant qui me permet de partir explorer, me défouler. Et du coup, j'ai du mal à le ramener à quelque chose de structuré. Donc ça te correspond pas, quoi. Voilà, mais je souffre clairement pendant mes entraînements, mais c'est moins structuré que ce que je pourrais faire, quoi. Ouais. Non, mais j'ai rencontré des très grands trailers, tu vois, qui structurent pas leurs entraînements du tout. Ils vont courir dans la montagne. Ils vont courir dans la montagne. Ils font 6 heures. Et puis il y a pas de à quelle vitesse je cours. Il y a pas de rien de tout ça. Voilà. C'est juste courir et kiffer, quoi. Et tu vas profiter. Donc et sur les sports d'endurance, c'est quand même. Alors peut-être tu vois sur la course à pied, sur la distance de marathon, ça c'est vachement professionnalisé. Et puis puis il y a des sponsors comme Nike. Je sais pas si t'as suivi un petit peu la tentative de, ce que Nike essaye d'apporter au marathon avec les tentatives de record et en moins de 2 heures, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, j'ai vu. Tu vois, ils ont créé un groupe d'entraînement. Ils mettent tous les moyens en œuvre autour d'eux pour y arriver. Ils tentent le record en groupe, tu vois, pour pouvoir le faire avec notamment, je crois qu'ils étaient derrière un camion qui les protégeait un plus ou moins du vent. Enfin, tu vois, il y avait des. Oui, puis il y avait une formation. Il y avait des lignes au laser sur le sol qui avançaient et le Kim Jong, j'ai plus son nom en tête. J'ai oublié. Je prononce peut-être mal. Il avait des lièvres tout le long qui se relayaient tous les 5 km. Exactement. Certains devant, certains derrière. Ouais. Donc, tu vois, là, ça a pris une ampleur qui est complètement dingue, quoi. Tu vois. Voilà, c'est vraiment pousser l'optimisation. C'est retranchement. Mais tu vois, à côté de ça, en plus,
On parlait juste avant de démarrer l'enregistrement un petit peu des navigateurs et aussi du budget que ça impliquait ce type d'aventure. Là, c'est de la course à pied, tu vois, et je pense que c'est les mêmes moyens avec des ingénieurs tout aussi compétents qui doivent les suivre et qui doivent réfléchir à des stratégies et à plein de choses, quoi. Donc on peut toujours se professionnaliser plus, mais c'est pas ça qui. Enfin, ça peut aider, hein. Ça peut aider. On voit les équipes de Tour de France là qui planifient tout au moindre détail et, c'est et qui arrivent à maîtriser la course. Ouais, c'est vraiment vraiment impressionnant. Ouais. Et il y a peut-être un point sur lequel sur lequel j'avais envie de t'amener, c'était celle du matériel, parce que j'ai l'impression que vous êtes que vous avez beaucoup d'options, non? Il y a beaucoup d'options que vous pouvez mettre en place. Enfin, selon les disciplines, il y a plus ou moins de contraintes et tout. Mais c'est toi qui gères à 100% ton matériel et tu le bricoles un peu. Ouais, alors le bricolage, je vais déjà commencer par le matériel non bricolé. Ouais. Mais on dit le mot bricolage, ça peut être entendu de manière un peu péjorative. Non, pour moi c'est un bon mot. C'est un bon mot. Mais c'est de l'ingénierie. Franchement, c'est de l'ingénierie. Il y a du boulot, quoi. Ouais, alors déjà, en fonction des disciplines que j'ai citées plus tôt, là, les monocycles sont vraiment complètement différents, quoi. Ouais. Pour le freestyle, c'est des 20 pouces avec des toutes petites manivelles pour qu'ils puissent prendre un certain élan en bougeant le minimum les pieds pour que ce soit vraiment gracieux, avec un tube de selle vraiment très long. Ouais, et 20 pouces, c'est des toutes petites roues. C'est le format standard initiation. Ouais, que tu vois au circuit. Ouais. Ok. Voilà, le trial, c'est aussi 20 pouces, mais avec un gros pneu et des jantes renforcées pour pouvoir supporter des sauts. Des fois, ils sautent de 2 à 3 mètres de haut. Ouais. Et en route et en cross, il y a les deux points de matériel qui impactent beaucoup, c'est la taille de roue et la taille des manivelles. Ouais. Donc, les manivelles, tu peux préciser à quoi elles servent pour les auditeurs? Les manivelles, c'est la petite partie qui est entre le centre, entre le moyeu, donc le centre de la roue, et puis la pédale, quoi. C'est la distance, le rayon du cercle que parcourt le pied quand il tourne. Voilà, ok. Okay. C'est le braquet, ouais. C'est vraiment le braquet. Ouais. Okay. Et en monocycle, c'est hyper impactant, ça. Quand on passe de manivelles de 110 mm à des manivelles de 125, ou même entre 110 et 114, on sent la différence. Ok. Donc avant les compètes, tout le monde se demande qu'est-ce que tu prends comme manivelle, qu'est-ce que tu prends comme taille de roue, en fait, parce que quand on vise vraiment la gagne, ça vaut le coup de pouvoir se monter le monocycle de son choix. Idéal. Okay. Ouais, vraiment avec tout qui doit être décidé pendant la reconnaissance du parcours. Ok. Et moi, je sais que partir en 125 mm au lieu de 137, ça peut faire complètement foirer la course. Il y a la taille de roue, il y a le type de pneu, le type de selle, avec ou sans guidon, il y a avec ou sans vitesse aussi. Enfin, tout ça, c'est vraiment des paramètres à prendre en compte. Ok. Et c'est quoi les paramètres extérieurs qui vont influencer tes choix, du coup? J'imagine la complexité du chemin. Est-ce qu'il y a la pluie, le vent? La pluie et le vent, ça va surtout impacter le pneu. Ouais, le pneu, ouais. C'est beaucoup la technicité et puis la proportion du parcours qu'on peut faire. Enfin, moi, je vois surtout il y a beaucoup l'aspect avec ou sans vitesse. Okay. Prendre un mono avec ou sans moyeu à vitesse, en fait, puisque ça existe les moyeux à vitesse pour monocycle. Et donc le moyeu est assez lourd, il pèse à peu près 2 kg. Ah ouais. Donc dans les montées, c'est vraiment un réel inconvénient par rapport à ceux qui font le choix de partir en moyeu standard. Mais dès que ça roule un peu, là, on peut passer la vitesse et puis leur prendre plusieurs dizaines de mètres. Du coup, pour le moyeu à vitesse, voilà, c'est ça que je regarde. Après, les manivelles aussi, ça dépend. Enfin, c'est dimensionné par les passages les plus difficiles. S'il y a une énorme côte, ou même si le parcours comporte des côtes vraiment très difficiles, il vaudra mieux prendre des 137. Voilà, si c'est plus une succession de côtes gentilles, 125, ça peut suffire. Ok. Voilà, moi je sais que c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux pour arriver sur la ligne avec ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'était pendant un championnat d'Europe.
où bon, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait le, le compétiteur qui était en tête crevait à la fin, donc j'ai pu le redépasser, mais sinon il m'avait pris plusieurs dizaines de mètres tout simplement parce qu'il avait fait le choix du mono à vitesse, alors que moi en voyant le parcours je m'étais dit non, là vaut mieux un standard, et en fait il avait fait un meilleur choix il a fait un meilleur choix pour lui, ok. Jusqu'à ce qu'il crève. Ouais, bon, ça c'est. Mais il a eu sa revanche parce que à la course d'après, il y a eu des problèmes de balisage et là c'est moi qui étais en tête enfin on était deux en tête et il nous a doublé, donc bon. Vous êtes parti dans le décor? Ouais, non mais là c'était une erreur vraiment de balisage. J'avais reconnu exprès pour connaître le circuit par cœur, et puis le balisage a été un tout petit peu différent sur un passage le jour J, donc c'est la seule fois que c'est arrivé, hein. C'était vraiment c'était assez scandaleux. D'ailleurs, on est allé voir les organes, on leur a dit mais c'est pas possible, au moins permettez-nous de repartir même en contre-la-montre individuellement. Moi j'étais prêt à le refaire pour montrer que je pouvais faire un meilleur temps. Voilà, bon, ça arrive presque jamais, hein. C'était un cas particulier. Ok, ouais, je vois. Généralement c'est plutôt bien organisé. Ouais, et après il y a peut-être, pour terminer un peu sur la partie technique, ouais. Ce que peut-être ce qu'imaginent pas les cyclistes, c'est que vous êtes sur un pignon qui est fixe, ouais. Comparé aux 95% des cyclistes où c'est un pignon libre. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas arrêter de pédaler. C'est-à-dire que si tu arrêtes de pédaler, toi, en fait, les pédales sont directement ralliées à la roue. Ouais. Et si tu arrêtes de pédaler, la roue s'arrête. En gros, c'est ouais. Plus ou moins ça. C'est ça, ouais. Et vous avez, en plus, vous, une technologie qui permet que quand vous faites un tour de pédale, vous faites 1,5 tours avec la roue, c'est ça? Ouais, c'est un moyeu à vitesse qui est sorti en 2005 ou 2006. Ah, donc c'est tout récent, quoi. C'est une nouvelle technologie assez nouvelle. Mais heureusement que c'est sorti, parce que sinon, c'est vrai que sur un monocycle sans vitesse, enfin, on pédale, on est obligé de pédaler à fond, quoi, pour avancer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le temps, il y avait des Granby. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les vélos avec une énorme roue à l'avant et une petite roue à l'arrière. Ouais. Bah, la roue, justement, la roue avant atteignait des diamètres assez improbables parce qu'il n'y avait pas de vitesse, et donc pour aller plus vite et réduire le nombre de tours qu'on fait avec les jambes, faut augmenter le diamètre. Ouais. Donc là, ces moyeux à vitesse ont complètement révolutionné le monde du mono. Ouais. Okay. Enfin, pour le cross et la distance, ça touche pas les autres disciplines en fait, mais moi les deux que je fais, c'est voilà. Et donc c'est assez lourd, c'est assez cher, parce qu'un moyeu à vitesse, juste le moyeu, c'est 1500 €. Ok. Voilà, moi, ce qui a permis de m'y mettre, c'est que un magasin de monocycles à Lyon m'a fait cadeau, en fait, depuis, il me sponsorise pour tout ce qui est du matériel. Il m'a fait cadeau suite à une bonne performance que j'avais fait en Nouvelle-Zélande en empruntant justement un de leurs moyeux à vitesse, un de leurs monos à vitesse. Voilà, ils m'ont appelé en me disant qu'il y avait un monocycle à vitesse qui m'attendait, et là, j'en ai pas cru mes oreilles, et depuis, j'ai plus lâché les monos à vitesse, quoi. Ah, génial. Ouais, ça vraiment, on a que 2 vitesses, et c'est un rapport de 1,5, mais c'est le jour et la nuit. Ouais. Ok. Voilà. Mais c'était une question que je voulais te poser un peu, parce que tu sais, je fais beaucoup d'analogies avec le cyclisme, parce que je pense que ça parlera un petit peu aux auditeurs, et ça m'a, enfin, moi j'ai eu ce cheminement de pensée pour comprendre un peu tout. Mais tu vois, dans le vélo, on sait qu'il y a une grosse discrimination par la qualité du matériel. Ça a beaucoup d'influence. Ouais. Toi, ce qui implique aussi dans le vélo que ça coûte très cher. Un vélo que t'achètes à 500 € et versus un vélo que t'achètes à 5000 €, tu n'auras pas du tout les mêmes performances sur sur un 100 km ou ce genre de choses. Vous aussi, dans le monocycle, ça crée des écarts aussi importants, et les montants qui sont impliqués peuvent être aussi imposants. Tu vois, par exemple, je sais qu'un vélo d'un mec qui court le Tour de France, en moyenne, il doit coûter entre 20 000 et 50 000 € presque, tu vois. Donc, c'est des vélos assez incroyables. Vous, c'est à peu près j'imagine que c'est pas le même prix, mais ça joue aussi énormément la qualité du matos. Alors, il y a plusieurs questions. Pour répondre à la première, sur est-ce que ça crée vraiment une discrimination, faut savoir qu'en monocycle, dans les courses de cross et de distance, il y a 2 catégories différentes. Il y a standard et illimité. Okay. Et standard, ça permet à tout le monde de concourir avec un monocycle assez basique. Enfin, typiquement, sur le 10 km, standard, c'est 24 pouces et des manivelles
24 pouces maximum de taille de roue et des manivelles de 125 mm minimum. Et donc tout le monde est à la même enseigne. C'est aussi le standard pour l'athlétisme. Et pour le marathon et le 100 km, c'est 29 pouces et je crois qu'il n'y a pas de restriction sur les manivelles. Donc, des monocycles standards, les prix des monocycles standards montent jamais trop haut et ça permet à tout le monde d'être sur un même pied d'égalité. Voilà. Ça coûte combien à peu près ? Un 24 pouces. Je pense grandeur, tu vois. On est peut-être dans les 300 euros. Un 24 pouces, ça commence à 130 euros et ça va jusqu'à 500 euros. Mais pour avoir un truc bien, on doit être autour des 300 euros. Ok, d'accord. Donc ça reste accessible par tout le monde, on va dire. Ouais. Et après, il y a la catégorie illimitée où là, on a vraiment droit à tout. Hein, même si on veut se fabriquer notre propre boîte de vitesse et avoir un avantage sur tout le monde, c'est possible. Et voilà, donc c'est là qu'on roule de plus en plus avec des pédales auto. Bon, les pédales auto sont aussi utilisées en standard. C'est vraiment le monocycle qui compte. Ok. Ce qui fait passer dans la catégorie illimitée, c'est de dépasser un certain diamètre de roue ou d'avoir une vitesse. Ok, d'accord. Et là, les monocycles, on roule de plus en plus avec pied clippé, un guidon aéro. Il y a toujours un guidon, mais maintenant on roule aussi avec un prolongateur de triathlon. Ok. C'est en train, ça, de se démocratiser à fond, quoi. Ok. Et là, on arrive à des monocycles. Bon, en plus, il y a des jantes en carbone, là, 36 pouces, qui viennent de sortir. Alors que jusqu'à maintenant, sur des monocycles 36 pouces, on avait des jantes en alu, ce qui était déjà bien, mais là, en carbone, vous venez avoir de vos premières roues en carbone, quoi. Ouais, et c'est pas grâce au monocycle, hein, c'est grâce à une entreprise de vélo qui s'appelle Bros, qui s'est dit, on va faire un vélo à 2 roues à 36 pouces. Et donc, ça faisait quelques années qu'ils proposaient un modèle avec des jantes en alu, et là, ils ont fait une jante en carbone, et pour nous, c'est tout bénef, quoi. C'est comme quand le VTT comme quand le VTT a commencé à rouler avec des jantes en 29 pouces. Ça nous a fait plein de nouveaux pneus, plein de nouvelles jantes, alors que nous, en monocycle, le 29 pouces, c'était déjà utilisé depuis un certain temps. Ok, ouais. Donc vous êtes obligé un peu d'attendre les innovations marketing ou technologiques un peu du vélo pour pouvoir vous les approprier, et sachant que vous devez quand même leur bidouiller, parce que derrière, tu vas changer le moyeu et mettre... Oui, bon, après, il faut rayonner. Ok. Ouais. Et toi, t'as fait une école d'ingé en mécanique. Ça te sert beaucoup aujourd'hui Est-ce que c'est un avantage sur tes concurrents de justement ce côté... Alors, j'imagine que, tu vois, pour avoir fait une école d'ingé aussi, tu vois, ça développe un peu ton côté un peu débrouillard, t'aimes bien mettre un peu les mains, t'es curieux, t'as envie de voir comment ça marche et tout. C'est un avantage du coup que t'as peut-être sur les autres, le fait de... Je sais pas si tu l'as, t'as cette fibre un peu technique, mais t'as l'air de l'avoir, quoi. J'étais très bricoleur, même avant de faire du monocycle. Hein. Je voulais faire ébéniste à la base et mon père m'a dit non, fais plutôt ingénieur et tu feras ébéniste plus tard si tu veux revenir. Et les parents, ils sont toujours comme ça, ouais. D'abord, fais un truc qui marche et qui est sûr, et puis tu feras ta passion. Exactement. Après, hein. Non, mais du coup, je le regrette pas. Moi, je trouve que c'était un bon conseil. Et donc, l'école d'ingénieur, peut-être ce que ça a pu me donner de plus, c'est d'être à l'aise sur des logiciels de conception assistés par ordinateur pour modéliser des pièces. Là, par exemple, je suis sur un projet avec un Anglais qui vend des monocycles un peu partout dans le monde où la pièce, on l'a fait usiner et on réfléchit beaucoup. On a fait plein de prototypes et trop cool. Et là, ça m'aide bien. Okay. Après, j'ai encore jamais eu besoin de faire des calculs par élément fini, qui est une des choses qu'on apprend en génie mécanique pour des pièces de monocycle, mais sinon, il y a forcément un petit plus du fait d'être bricoleur. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de concurrents qui sont pas bricoleurs et quand je leur montre ce que j'ai bricolé, ils veulent que je leur fasse, ou ils me demandent régulièrement là des nouvelles du proto. Ok. Et donc c'est sympa. Parce que du coup, actuellement tu bosses sur des protos. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, alors là c'est juste une petite partie du monocycle. Enfin, c'est un proto qui touche une petite partie du monocycle et justement c'est autour du moyeu à vitesse. Puisque ce moyeu à vitesse, donc il est à l'intérieur de la fourche, quoi, et quand on l'utilise, c'est au niveau du frein. On a deux options: soit on prend une jante en alu qui a une bande de roulement pour pouvoir faire frotter les patins dessus. Donc c'est des patins type Magura, donc hydraulique mais quand même à patins. Okay. Soit on accroche un frein à disque sur la manivelle. Pour l'instant, le seul moyen d'avoir un frein à disque
sur un monocycle à vitesse, c'est de l'accrocher sur la manivelle, et ça pose plusieurs inconvénients, le fait qu'on puisse pas rétrograder pendant qu'on freine, ou que lorsqu'on freine, ça passe par les engrenages et ça peut les contraindre, ou lorsque la manivelle se dévisse, ça peut aussi faire bouger le disque, donc plein d'inconvénients. Et là, le proto, c'est une petite pièce qui va se rajouter sur le moyeu pour décaler le frein à disque à l'intérieur de la fourche. Donc ça décale les rayons, en fait, ça fait des rayons qui sont un peu plus verticales d'un côté, mais il y a la place pour le disque à l'intérieur de la fourche. Et voilà, et il y en a beaucoup qui attendent ça, ou qui ont essayé déjà de bricoler des choses depuis quelques années, mais là vraiment on va avoir quelque chose à proposer. Et quelle est la plus-value du coup? Ça permet d'aller plus vite, ça permet de... Non, enfin ça permet pas d'aller plus vite. En fait, en croisière, en monocycle, quand on roule juste pendant une course, s'il y a une course, on n'a pas besoin de freiner, et où on pense à bien régler, à bien serrer ses manivelles, il y aura pas de différence, mais la grosse différence, ça se fait dès qu'il faut enlever et repasser la vitesse souvent, et qu'il y a des freinages à faire. Comme par exemple en course, on veut arriver, il y a, je sais pas, un tournant à 180 degrés, on veut arriver vite et piler d'un coup. Ou même en ville, s'il y a un freinage d'urgence à faire, c'est vraiment au niveau du freinage que ça fait une différence, quoi. Ok, d'accord, ouais. Parce que du coup, ouais, toi, sur ton monocycle, tu dois passer la vitesse au niveau du talon, c'est ça? Ouais, avec le pied droit pour enclencher, avec le pied gauche pour rétrograder. Ouais. Ok, et vous avez combien de vitesses? Que 2. Que 2, ouais. Ok. C'est assez intéressant. Franchement, c'est hyper cool parce que bah du coup vous drivez un peu vous-même les innovations, et vous les créez vous-même, quoi. Donc je trouvais ça un peu marrant. Mais et du coup, sur un championnat du monde, tu pars avec quoi? Tu pars avec un camion rempli de roues, rempli de matos. Bah, le camion, ouais, c'est chargé, non? Bah, c'est surtout quand il faut prendre l'avion, du coup on n'a pas le camion, du coup moi je pars avec en général 3 ou 4 roues, plusieurs mailleux, pareil, quelques selles, quelques pneus, et donc tout ça à démonter. D'ailleurs, avec mon père, on a mis quelques années avant de trouver le moyen de transporter ça de manière sécuritaire dans l'avion. Au début, je l'avais juste mis dans un carton, tout accroché avec un antivol, et le carton est arrivé complètement éventré. Enfin, c'était on n'avait rien perdu, mais ça faisait c'était difficile à voir, surtout qu'on l'a vu à une escale se faire trimballer, et envoyer toutes les roues à 2000 €. Voilà. Et donc depuis, on a trouvé un moyen d'emballer tout ça bien comme il faut. Mais moi, c'est 3 ou 4 roues minimum, quoi, pour pouvoir vraiment se construire le monocycle de mon choix. Plus tout ce qui te permet de monter et démonter, plus différents moyeux, peut-être différentes pédales. Ok, donc tu pars chargé, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je pars souvent avec mon père, donc, et moi je prends une valise où on met toutes nos affaires dedans, et on prend et notre deuxième bagage quand on peut, c'est le monocycle. Ok. On essaie d'optimiser comme ça pour pas avoir à payer de suppléments. Trop cool. Ok. Et on l'a pas dit depuis le début, mais c'est sur je sais pas, sur un 10 km, c'est quoi c'est quoi le temps que tu fais? Et du coup, on va en découdre un peu la vitesse moyenne et peut-être les pointes que tu peux faire. Ouais, alors, le record du monde actuel a été battu par mon principal concurrent français il y a un peu plus d'un an. C'est 18 minutes 18, donc ça fait à peu près du 33 km/h. Ok. Voilà, sachant que c'était sur un parcours qui était plat mais qui tournait pas mal, donc je pense qu'on peut envisager de descendre en dessous des 18 minutes sur vraiment un circuit, quoi. Ouais, parce que vous, les virages, c'est quand même ça nuit un peu à votre vitesse, quand même. Ouais, bon, après ça, on n'est pas plus désavantagé dans les virages qu'un cycliste, hein. Faut freiner et réaccélérer derrière, mais forcément ça réduit un peu la moyenne. Ouais. Donc voilà, 33 km/h. Sur le marathon, on est à un peu moins, qu'on met 1h19. Donc je crois qu'on est plutôt dans les 32 km/h de moyenne. Mais je pense qu'on va évoluer, parce que là, ce record d'1h19, il avait été fait à Montréal sur un parcours de Formule 1, donc vraiment très plat. Okay. Mais à une époque où les pédales auto et le prolongateur aéro n'étaient pas encore généralisés. Et ça a fait gagner beaucoup de temps. Ouais, bah là on a refait on a presque battu le record là, avec mon concurrent, mon grand ami rennais. Ok. On était à quelques secondes de le battre sur un circuit qui tournait un peu tout le temps. Donc en arrivant sur un circuit plat,
Ok. on peut le battre, quoi. C'est marrant parce que un coup t'as dit mon concurrent et après t'as dit Ouais. mon ami. Bah oui, parce que c'est les deux. On les deux. est hyper potes et on se tire la bourre. Il arrivait un peu après moi dans le monocycle. Au début, il finissait 10-15 minutes derrière moi sur les marathons. Et c'est lui qui m'a... Enfin, en fait, je lui dois beaucoup parce que c'est déjà lui qui m'a fait comprendre qu'il fallait rouler en pédale auto. Alors que moi, ça faisait déjà 2 championnats du monde que je me faisais larguer à la fin par un Américain qui était en pédale auto et que j'y passais toujours pas parce que, je sais pas, par appréhension. Et plus récemment, il s'est fait faire par un Canadien, un autre très bon copain, qui fait des 4 de monocycle sur mesure, un guidon avec un prolongateur de triathlon. Ah, vous avez pu essayer. Ouais, et pareil, au début, j'étais un peu sceptique, et en fait, je m'en suis fabriqué un, moi, pour le coup, avec un collègue ardéchois qui est bon en soudure. Et en fait, c'est flagrant la différence, quoi. Et maintenant, je pense que toutes les courses de route vont se gagner avec prolongateur et pédale auto. Ouais. Okay. Et je pense que ça va toujours être ça, quoi. Sans ces deux choses, c'est plus possible de gagner maintenant. Ouais, vous êtes à un moment où votre sport est encore énormément en train d'évoluer et il y a des petites innovations techniques qui arrivent. Ouais. C'est fou. Je voulais te poser un petit peu la question de par rapport, tu vois, alors on l'a dit, t'as eu énormément de titres, plein de médailles sur les championnats du monde. T'as des records du monde aussi sur certaines distances? Non, j'en ai pas, non. Mais il me semble que t'en as battu une mais qui a été reprise, c'est ça, sur le 100 km, c'est ça? En fait, le 100 km en Corée, le record, on l'a explosé, mais le circuit n'a pas été mesuré officiellement. C'est pas récurrent. Enfin, justement, ça a été beaucoup discuté dans les comités suite à ça. Ok. Parce que là, donc le record du monde n'est pas validé parce que non, non. Voilà, là c'était le temps final, c'est 3h24, donc c'était mon temps. Ensuite, c'était 3h26, le deuxième concurrent, et voilà. Et on avait l'impression tous un peu qu'il y avait un peu plus de 100 km, parce qu'il y en a qui avaient 103, d'autres 106, d'autres 104 sur leur compteur. Ouais. Donc potentiellement 100 km est faisable en un peu moins, enfin en 3h20 ou un peu moins. Mais le record n'a pas compté, non. Alors après, j'ai été le record du marathon, entre guillemets, j'ai contribué vu qu'on se tirait la bourre à 3 avec un Allemand, un Américain, et c'est l'Américain qui nous largue à la fin, justement grâce à son entraînement puis ses pédales auto. Et le record du 10 km, c'est moi qui suis l'ancien record du 10 km, c'est moi qui suis en tête pendant 970 mètres et l'Américain qui sprint à la fin. Ok. Voilà. Mais là, pour le coup, le nouveau record du 10 km qu'a établi mon ami concurrent, ouais. Il est vraiment bon. Disons que l'ancien record, on était beaucoup à le battre à l'entraînement, et là, lui, il a mis vraiment la barre là où elle devait être. Donc je pense qu'on peut encore le battre. Hein. Même, je suis persuadé qu'on peut le battre, mais et voilà. Donc j'ai souvent été impliqué dans des courses où les records ont été battus. Okay. Mais pour l'instant, j'en ai pas à moi, et je me dis que il faudrait peut-être que je prenne du temps un de ces jours pour me trouver un circuit plat, le mesurer, et essayer de les battre. Et d'ailleurs, c'est prévu avec ce fameux ami rennais, Simon, je vais dire son prénom. Et Simon comment? Simon Jean. Simon Jean, il faut lui rendre hommage. Salut Simon. Ouais. On se voit le week-end prochain à Grenoble. Tu lui passeras le bonjour dans ce cas-là. Et je pense que je connais un petit peu la réponse, mais il y a des athlètes qui arrivent à en vivre à 100% du mono. Est-ce que vous arrivez... là, tu as parlé du fait qu'il y avait un magasin qui te sponsorisait au niveau du matériel et que du coup, ça t'aidait beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a qui gagnent un peu de leur vie grâce à ça ou... Je connais pas d'athlètes qui en vivent. Après, il y a peut-être des responsables de club, des présidents de club qui en vivent, mais j'avoue que je suis pas assez renseigné. J'avais entendu qu'il y avait un monocycliste qui faisait des vidéos pour Nike, pour des grandes marques comme ça, et j'ai cru entendre qu'il en vivait, mais je sais pas s'il a pu faire ça pendant longtemps. Ouais, okay. Globalement non, il y a personne qui peut en vivre. Ouais. Qui en vit pour l'instant. Tu gagnes quoi quand t'es champion du monde? On te file une peluche? Ouais, ça serait bien une peluche. Non, on gagne une belle médaille ou une coupe. Ouais. Et puis, on est super fiers, quoi. Mais il n'y a pas de récompense financière. En 2006,
pour faire de la pub pour les monocycles à vitesse, ont gagné un monocycle à vitesse. Donc c'est quand même bien, hein, puisque c'est un monocycle à 1500 €. Ouais. Mais non, depuis, il n'y a pas de récompense financière. Non. Ok, d'accord. Ouais. Mais ouais. Et autour de ça, il y a des marques qui essayent de s'en emparer ou je sais pas, d'aider un peu les athlètes ou c'est vraiment vous qui reprenez ce que vous voyez sur le vélo, tu vois, je sais pas, ça peut être ne serait-ce que l'équipement des habits, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de marque qui va jusqu'à vraiment s'intéresser au monocycle. Après, nous, tout ce qui existe, on prend, on utilise comme matériel ce qui peut être amené au monocycle, on l'utilise, mais non, il n'y a pas de. Pour l'instant, le monocycle, c'est vraiment un écosystème beaucoup trop petit pour pouvoir des actions à cette échelle-là, qui grandit quand même pas mal parce que pour une personne extérieure, je pense que le monocycle, c'est toujours quelque chose qui est tout petit, quoi, un monde petit qui est peut-être pas très évolutif, mais pour être dedans depuis plus de 15 ans maintenant, moi je peux bien me rendre compte, et puis tous les autres monocyclistes le voient, tout évolue, les fédés, le matériel, le niveau, mais on est toujours vraiment encore trop petit pour avoir plus d'importance. Il y a une chance selon toi pour que le monocycle soit, je sais pas, devienne un sport national ou devienne un sport beaucoup plus médiatique? Bonne question. Avec tous les nouveaux sports qui naissent, il n'y a pas beaucoup de place, mais je sais pas, franchement. En fait, il y a une question que je me pose des fois, c'est parce que là, donc, on a le monocycle qui est très attaché à la vision du cirque, et je me dis là, avec les nouvelles mobilités en ville, en fait, il y a pas mal de moyens qui apparaissent. Et le monocycle, en soi, faut le prendre en main, mais moi, je le trouve vraiment hyper adapté à la ville. Et je me pose la question, si on n'avait pas cette image du cirque, comment serait perçu le monocycle aujourd'hui? Est-ce que ce serait vu comme une solution idéale, ou est-ce que ça resterait toujours quelque chose comme vraiment trop casse-gueule, quoi? Donc est-ce que c'est si casse-gueule que ça une fois que tu le maîtrises? Ah non, une fois qu'on le maîtrise, on est posé, quoi. On est dans son canapé, comme sur un vélo, quoi. On n'a pas de raison de tomber. Bon, après, quand on roule de nuit ou en cross sur des trous, ça pardonne moins avec le vélo, parce que si on se prend une racine ou un trou, le monocycle tombe. Bon, généralement, on se retrouve sur nos pieds, hein. Il y a ça qui est bien avec le monocycle, et ça, on le comprend dès qu'on s'entraîne. Dès qu'on perd l'équilibre, on a juste le réflexe, en fait, de poser pied par terre ou de retomber sur nos pieds. Et du coup, on se fait pas mal, quoi. Violente, alors qu'en vélo, c'est pas pareil. En vélo, quand on tombe, il peut un peu plus nous emmener là où il veut, des fois où on veut pas forcément aller. Puis tu peux passer au-dessus. Ok. Trop cool. Écoute, franchement, on aura balayé de fond en comble un peu le sujet, donc on pourra en parler pendant des heures. Et tu le sais, pour la fin des interviews, j'ai quelques petites questions un peu fun. Bon, t'as déjà répondu à la question d'une bonne journée pour toi. Ah, tu l'avais prévu? Je les pose souvent. Mais ça te dit d'en faire quelques-unes parmi les autres? Ah oui, avec plaisir. Vas-y. Est-ce que t'as une idole sportive? Alors, je regarde pas beaucoup le sport à la télé. Ni dans les magazines ni sur internet, mais il y en a un qui me plaît beaucoup. Bon, c'est pas parce que c'est mon homonyme, mais c'est Martin Fourcade. Qui je l'apprécie. Je sais qu'il c'est un énorme bosseur à l'entraînement, et il se fait vraiment des entraînements de malade, et puis ça paye, vu que au sein d'un même Jeux Olympiques, il ressort toujours avec 2 ou 3 médailles. Donc voilà. Bon, après, j'en ai triste de le voir. Oui, de le voir arrêter. Puis après, j'aime bien aussi François Gabard, que j'ai connu parce que il a fait la même école que moi, le même département que moi. Donc quand il a gagné le Vendée Globe, il est revenu dans l'amphi, on l'a acclamé, et puis il y avait vraiment une grosse publicité qui a été faite à l'école autour de lui, puis totalement méritée, parce que il est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai plein de sportifs comme ça que j'admire. Et il y a des belles ambiances que tu as vécues via des compétitions en monocycle?
Ou même entre Oui. vous, entre athlètes. C'est Bon, quoi l'ambiance? l'ambiance, enfin, c'est, on est super potes. Enfin, on se connaît tous, on est vraiment super amis. Et dès qu'on est sur le mono, là, par contre, on se tire la bourre et c'est un peu chacun pour sa peau. Ouais. Mais du coup, c'est génial, quoi. Enfin, les monocyclistes, bon, après, je vais dire ça parce que c'est mon sport. Peut-être que c'est pareil dans tous les autres sports, mais je trouve qu'il y a vraiment un état d'esprit. Enfin, tout le monde est ouvert, curieux, jovial. Enfin, il y a vraiment une ambiance qui est géniale. Et ça, C'est la c'est famille. vraiment, ouais, c'est vraiment un bon point. C'est vraiment une grosse famille qui se déplace dans des coins du monde tous les Ok. 2 ans. Trop cool. Voilà. C'est plutôt chouette. Ouais. Voilà, puis à titre d'exemple, là, on a une conversation WhatsApp au sujet de la balade du mardi soir qui a lieu tous les mardis à 20h30 à la Fontaine des Innocents, à quelques centaines de mètres de là où on enregistre. Et il y a pas longtemps, avec le couvre-feu, il y a une monocycliste qui dit sur la conversation, c'est pas grave, on a qu'à déplacer la balade à 6h30 du mat. Et donc là, elle s'est fait charrier par tout le monde et jusqu'à ce que finalement ça se finisse en défi qui vient pas. Et on reçoit le mardi à 7h une photo de 15 monocycles qui sont motivés à braver la nuit, le froid, voilà, pour faire cette balade. Voilà, j'ai une autre ambiance, je sais pas si tu veux que je te la dise, qui est plus sportive. Et ben, c'est mon cyclocross 2016, enfin le cyclocross 2016, qui avait lieu en Espagne, à Saint-Sébastien, donc à 500 mètres de la plage. C'était vraiment des championnats du monde mémorables. Et voilà, et pour donner quelques, enfin moi j'étais vraiment très en forme à cette époque-là. Pour donner quelques références avec les trailers ou les coureurs à pied ou le triathlon. Puis en plus je sais que tu fais du triathlon toi, je crois. Ouais. Donc voilà, j'avais fait la Saint-Élion fin 2015. Je courais une fois par semaine, puis je m'étais lancé, donc je l'avais fini en 8 heures. Bon, on devait rester. Ah ouais, chapeau. Ok. Ouais, moi j'étais resté coincé une demi-heure sur le premier ravito pour un problème technique, mais bon, j'étais quand même satisfait de moi. Voilà, après j'avais pas trop couru parce qu'il y avait un peu mal à un genou, mais j'avais beaucoup pédalé et je m'étais inscrit au marathon de Paris, donc en avril, voilà, que j'avais fait en 2h57. Et Costaud. ouais, c'est loin des meilleurs, mais moi j'étais assez satisfait de Attends, passer sous la barre des la barre 3 heures, symbolique. Ouais, c'est quand même une belle ouais. perf. Donc franchement, chapeau. Ouais. Ouais, c'était fini au mental, mais j'étais vraiment satisfait. Ok. Et voilà, donc les championnats du monde avaient lieu fin juillet, début août, et je m'étais fait convaincre. Enfin, j'avais pas eu vraiment besoin de me faire convaincre parce que ça me disait beaucoup, mais je m'étais inscrit le 15 août à l'Ambraman, Ok. qui est un grand triathlon longue distance, et voilà, que j'avais fini en 13h40, il me semble. J'étais un peu parti vite sur le marathon. Enfin, vite, c'est une façon de dire. Hein. J'avais fini juste avec ce que je pouvais encore manger. Donc, je crois que j'ai fait les 30 derniers kilomètres avec tomates, sucre et eau. Il y avait que ça qui voulait rentrer. Ouais. Voilà. Et donc, j'arrive à ces championnats du monde. Donc vraiment bien préparé. En plus, je gagne le 10 km qui est souvent la première épreuve qui a lieu le lendemain des défilés des délégations et de la cérémonie d'ouverture. Attends, tu t'es quand même fait un triathlon extra longue distance l'année de ta prépa avant ces coupes du Et monde. ben juste après en fait. C'était une semaine après les championnats du monde. Et Wow, du coup, ok. j'avais aucun entraînement en course à pied, natation, vélo, mais j'avais vraiment un gros entraînement à vélo. Ok, d'accord. Donc tu l'as fait après ça. Ok. Ouais, voilà ouais. J'étais vraiment en forme. Quoi. Ouais. Ok. Ouais, la dernière épreuve devait être le 8 août des championnats, et puis c'était le 15 août, donc ça laissait une petite semaine. Ok. Ouais. Je m'étais fait prêter un vélo par un monocycliste, justement, parce que j'ai pas vraiment de bon vélo. Et voilà, donc j'arrive sur ces championnats, je gagne le 10 km devant mon rival de toujours américain. Ouais. Donc cette fois, j'avais les pédales auto, et c'est ça, je pense, qui a fait la différence. Donc voilà, je gagne sous la pluie, mais vraiment très content. Au cross, je me débrouille bien aussi. Bon, c'est là qu'il y a eu ce fameux problème de balisage, mais je voyais que j'étais en forme. Et par contre, que j'avais peut-être un sérieux concurrent, là, un jeune Italien, Florian Rabensteiner, qui était aussi au départ du cyclocross. Ouais, donc j'étais assez confiant parce que le cyclocross, c'est une course à mi-chemin entre le cross-country, la distance et la course à pied. Ouais. Et voilà, j'étais bien dedans. Donc après le briefing, on est tous sur la ligne de départ. Et puis là, moi, j'aime bien un peu plaisanter sur la ligne de départ. Donc je dis... Ah oui, parce que sur la ligne de départ, en fait, on est à pied. Ouais. Les monocycles sont posés devant. C'est un départ 24 heures du Mans, un peu. Ok. Donc on court vers nos monos. Ouais, génial. Ouais. Donc voilà, faut se souvenir d'où est son mono. Là, on était 150, je crois. Et donc, faut prendre son mono, sauter par-dessus les autres, et puis partir en courant, sauter sur son mono. Ok. Ouais. Et je dis,
il nous faudrait des starting blocks et je me mets en position starting block pour rigoler quoi. Et là j'ai un pote français qui me dit mais si tu veux je te fais des starting blocks avec mes pieds. Il savait que je jouais la gagne et moi je dis bah ouais vas-y. Et donc en 15 secondes on essaye 2-3 techniques. Je me demande même si je réquisitionne pas un autre collègue pour être sûr que ça tienne bien. Et donc voilà, ça part. Donc je pars un peu à l'horizontale, quoi, en mode starting block. Voilà, je perds quelques secondes bêtement parce qu'il restait une flaque de quelques jours avant le 10 km et donc je m'éclate dans la flaque, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc ça part et on se retrouve rapidement à 3. Ouais. Et puis finalement à 2 avec ce fameux Florian Rabensteiner italien. Et puis là, le but, c'était de se retrouver tout seul. Sauf que je vois que je peux pas, quoi. Que j'arrive pas à le doubler et que même, il me prend de l'avance, il me prend 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Et assez rapidement, j'ai une réflexion qui me vient, c'est est-ce que ça vaut le coup de continuer à souffrir comme ça pendant une demi-heure en essayant de m'accrocher, sachant que la deuxième place, je voyais qu'en ralentissant un tout petit peu, je pouvais presque l'assurer. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je fais, quoi. Mais en même temps, j'avais pas vraiment envie d'abandonner. Et puis, vu que ces championnats étaient proches de la France, il y avait vraiment une masse énorme de Français qui gueulaient comme des tarés pour m'encourager et encourager tous les autres. J'avais toute ma famille qui était là, mes parents, mes grands-parents, j'avais même des cousins qui étaient peut-être plus venus pour la plage, mais bon, enfin, ils étaient là. Mais ils étaient là. Ouais. Ma sœur, son copain. Et voilà, donc je décide d'investir et de me dire, je vais essayer de donner un maximum. Il peut peut-être subir une défaillance. Ouais, donc les tours passent. Il y a même un tour en descendant d'une zone de skatepark. Là, mon regard tombe dans celui d'une autre personne qui n'avait pas grand-chose à faire ici. C'était mon grand-père qui, en fait, s'était avancé. Il était assis sur une chaise, puis c'était un peu avancé pour vraiment m'encourager. Et voilà, il avait les poings serrés, les dents serrées. Et il me dit « Allez, Martin !» Ouais, donc en fait, il y en avait beaucoup qui m'encourageaient, mais même sur le mono, on était deux, en fait. Ouais. Et voilà, et au bout de 6 ou 7 tours, sur une dizaine, je commence à avoir l'impression que l'écart entre le premier et moi se stabilise, voire se réduit. Parce qu'on faisait beaucoup de tours, du coup, j'avais des repères. Et là, il y a mon père qui vient vers moi en courant et qui confirme, en fait, qui me dit, il n'en peut plus, il est tout rouge, tu peux l'avoir. Et ouais, donc là, je sais pas vraiment si j'ai accéléré parce que j'avais déjà programmé mon cerveau pour être à 1000%, quoi. Depuis le début de la course, j'avais mal de partout. Voilà, puis finalement, en 1 ou 2 tours, je suis revenu sur lui et jusqu'à, après une longue zone où on pouvait pas doubler, réussir à le doubler là, sur une accélération. Et voilà, puis assez rapidement, il y a eu la cloche qui annonçait le dernier tour. Ouais. Et donc, vu que j'étais passé premier, là, lorsque j'allais repasser au niveau de la ligne d'arrivée, ça allait arrêter la course. Donc en fait, c'est une règle du cyclocross. Okay. Donc là, tous ceux que j'allais doubler allaient voir leur course qui s'arrêtait à la fin du prochain tour. Et donc voilà, et ce dernier tour, ça a été vraiment un combat entre l'euphorie et puis une volonté de me concentrer pour pas commettre la moindre erreur. Je me suis fait gronder pour dire les choses légèrement par certains de mes supporters qui me faisaient comprendre qu'il fallait que je gagne, quoi. Ok. Et franchement, c'est un super souvenir. Donc le dernier tour s'est bien passé et voilà, j'ai plané ensuite toute l'après-midi en repensant à cette course-là, qui était vraiment, je pense, celle dont je me souviendrai le plus. Ok, génial. Et il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau? Eh ben, il y a, comme on en parlait tout à l'heure, là, il y a tout ce qui est sport sur l'eau, sport de voile. Je pense que si j'avais vécu en étant enfant près de l'océan, je serais tombé dedans parce que vraiment, je trouve ça génial. C'est vraiment la définition même de l'exploration. En fait, moi, j'aime beaucoup le kayak aussi. J'adore aller sur des petites îles au large de Saint-Nazaire en kayak. Et donc peut-être ça, mais en même temps, moi, j'aime bien les sports où il faut vraiment se défouler du début jusqu'à la fin et à chacun des moments pour dépenser de l'énergie. En plus, je peux juste appuyer sur la pédale un peu plus fort. Et je sais pas s'il y a ça dans les sports nautiques. Peut-être que des fois, il faut juste attendre. Pour être monté quelques fois sur des bateaux, tu fais jamais rien. Ok, bon, t'es toujours en train de faire un truc. Ouais. T'es toujours en train de faire un truc et le moment où tu fais pas grand chose, c'est quand t'as bien chopé le vent, que ça trace
Et D'accord. effectivement, tu te laisses un peu et que t'as trouvé le bon cap. Et du coup, tu te laisses un peu profiter parce que ça trace quoi. Mais sinon, dès que la mer commence un peu à s'agiter et tout, c'est vite, ça devient très 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 vite sportif. Okay. Voilà, puis peut-être sinon le ski de fond aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà. On m'a souvent dit que j'avais un physique fait pour l'escalade, mais pour moi, il n'y a pas justement cette dépense continue d'énergie, et dans le ski de fond, elle y est. Je pense que le ski de fond me plairait beaucoup. Ouais. Trop cool. Il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a particulièrement inspiré? Ouais. Alors en fait, si tu m'avais posé cette question comme ça, j'aurais pas forcément, dans le temps donné, pu trouver la meilleure réponse, mais j'ai écouté donc tes podcasts cette semaine, et il y a l'un ou l'une des invités qui a donné pour moi le meilleur conseil. Je sais pas si tu vas pouvoir deviner qui c'est de prendre constamment du recul sur les situations dans lesquelles on se trouve, voilà, dans les situations difficiles, ou même dans les situations qu'on pense complètement maîtriser, essayer de se mettre toujours, de se voir d'un peu plus loin. Ouais. Okay. Pour pour voir plus loin en fait, et peut-être trouver des solutions qu'on n'avait pas vues en ayant le nez dedans. Bah, j'aurais dit que c'était Clarisse Kremer. Exactement, ouais. Okay. C'était elle. Ça lui ressemble bien à ce côté un peu positive et prise de recul, prise de conscience et tout, ça lui ressemble, ça lui ressemble bien. Et pourquoi il t'a marqué ce conseil? Bah, tu te sens trop impliqué dans certains trucs? Non, en fait, récemment, bon, ça sort complètement du cadre du sport, mais là, je me suis aussi lancé dans l'investissement immobilier, et là, j'ai eu pas mal de situations délicates. Comme je te disais tout à l'heure aussi, maintenant, je suis data scientist, donc des fois, j'ai un peu trop le nez dans la programmation, et j'ai remarqué que dans toutes ces situations un peu difficiles, qui ont tendance à me faire stresser, parce que j'ai jamais vraiment stressé en sport, mais dans d'autres situations, c'est là que je peux stresser, et prendre du recul, c'est toujours la meilleure solution. Ça permet de, juste en réfléchissant comme ça, de passer des meilleures nuits, et je trouve ça, ça vraiment pratique. Ouais, même relativiser et se dire exactement, on a beaucoup de chance et que ça pourrait être bien pire, quoi. Tu te vois comment dans 10 ans? Voilà, j'avoue que c'est ouais, je sèche presque sur cette question. J'aimerais bien, comme je disais, que j'investissais dans l'immobilier là pour m'assurer une sécurité pour plus tard, pour aussi dégager un peu d'argent pour innover sur les monocycles. Je peux peut-être te répondre comment je me verrais idéalement dans 10 ans. Alors, ça serait, moi, ce que j'adorerais vraiment, ça serait d'avoir je sais pas, une sorte de hangar rempli d'outils et de machines. Okay. Pour pouvoir fabriquer ce que je veux, concevoir ce que je veux. Donc, je pense qu'il y aurait une bonne partie de mes projets qui seraient dédiés au monocycle, mais pas que. Okay. Et j'adorerais vraiment avoir un budget, quitte à embaucher des gens pour innover, créer des nouvelles choses. Mais pourquoi tu montes pas un garage ou un... Bah, je suis... Ça te tente. Ouais, mais... J'aime bien avoir un métier stable. Pour l'instant, je suis pas assez courageux pour me lancer dans quelque chose comme ça. Je préfère faire ça à côté pour toujours avoir cette sécurité. Et puis ça, c'est mon côté bricoleur. Je sais que j'aime bien séparer vraiment tous mes blocs de vie. Donc d'un côté il y a le monocycle, d'un autre il y a le bricolage. Après il y a mon métier que je fais, l'investissement immobilier. Je veux pas trop grouper. On m'a déjà demandé pourquoi tu veux pas travailler dans le monocycle. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion, à la place de faire ma thèse, d'aller travailler au Canada chez un ami qui vend des systèmes pour vélo électrique, et qui est réputé dans le monde entier, et qui est un mordu de monocycle, qui proposait de bosser sur un monocycle à contrôle auto-évolutif, un truc un peu innovateur, même si ça réussissait pas, c'était pas grave, mais un monocycle sur lequel tout le monde pourrait, entre guillemets, monter, même sans savoir faire du monocycle, et lui, il s'adapterait, ou qui aurait un autre mode, juste d'amplifier la puissance. C'est possible, parce que il y a l'espèce de roue là. La solo wheel, ouais. Bah là, il y a quelque chose qui complexifie un peu le truc, c'est le fait d'avoir les pédales aussi, qui fait qu'il faut tenir en compte de cet effort-là, mais il a plus ou moins... Ça crée du déséquilibre, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça... Okay. Bon, puis il a plus ou moins réalisé, et il a ramené ça en Espagne il y a 4 ans. Ok. Voilà. Et donc toi, tu veux pas mélanger?
Ouais, j'ai jamais voulu être dans un cursus de haut niveau parce que ça mélange un petit peu. J'aime bien vraiment avoir tout qui est segmenté, mes passions, mon métier. Ok. Et comme ça, s'il y en a un qui va mal, les autres compensent. Ok, Voilà. je peux comprendre, ouais. Et il y a un livre ou un film qui t'ont inspiré récemment ou que tu recommandes à tout le monde? J'espérais. J'avais lu ta liste de questions, puis celle-là, j'espérais ne pas l'avoir. Non, je regarde. Enfin, je lis pas du tout. Et d'ailleurs, j'espère qu'en vieillissant, je me mettrai de plus en plus à lire, parce que je pense que je rate clairement quelque chose en ne lisant pas. Et en film, j'ai aucun film qui me vient à l'esprit. Voilà, j'adore les récits de trail ou d'ultra trail que font certains athlètes sur YouTube. Ok. Où vraiment on se sent dedans et j'adore regarder ça. Ok, cool. Voilà. Et t'écoutes des podcasts et c'est déjà bien. Ouais. Et puis on peut faire, comme tu dis, on peut faire autre chose. Pendant qu'on écoute les podcasts, on peut bricoler ou manger ou prendre sa douche. Et ça, c'est vrai que moi j'ai plein de potes qui ont des activités assez manuelles et qui réparent des motos. J'ai un pote qui est charpentier aussi, qui écoute un peu, tu vois, pendant qu'il est en train de travailler le bois. Donc ouais, effectivement, ça plaît. Et de pouvoir mêler l'audio et un boulot manuel. La dernière question pour le podcast, c'est un passage de micro. Et c'est de savoir qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour un prochain épisode d'Extraterrien. Alors, je peux t'en dire dans le monocycle et l'extérieur du monocycle. Ouais, vas-y, carrément. Ouais. Bah, dans le monocycle, il y aurait ce fameux Simon Jean, là, qui est quand même un personnage. Hein, puis, donc Jean, J-A-N, tout simplement. J'ai cru comprendre que tu allais peut-être aussi voir Zoé Ebinger, qui est une monocycliste qui a aussi pas mal de mérite. Et il y a un monocycliste, enfin je sais pas s'il fait toujours du mono, mais je connais pas grand-chose de lui. Je sais juste que ça a été l'un des pionniers à emmener le monocycle à des endroits complètement improbables. Thierry Boucher qui... Et tu le connais pas? Non, il m'a ajouté sur Facebook il y a pas longtemps. Moi, je l'ai juste vu dans des reportages qui ont été faits sur le monocycle, comme vraiment le gars, il fait de l'alpinisme et il a son monocycle accroché dans le dos. Il descend en vélo. Pour pouvoir... il sait là où il peut mettre la roue et là où il vaut mieux pas, mais je crois même qu'il a fait des randos avec un monocycle où il était jamais assis sur la selle, donc il avait remplacé juste par une poignée qui tenait à la main et en permanence sur les jambes, quoi. Voilà. Et en fait, je l'ai jamais vu, j'ai jamais essayé de le contacter, mais ça pourrait être intéressant d'en savoir plus. D'échanger un peu, ouais. Ok, très cool. Merci pour la recommandation, en tout cas. Ouais. Puis dans le monde des sportifs hors monocycle, c'est plutôt des champions assez connus. Bon, il y a François Gabard, dont j'ai parlé, ou je sais plus si j'en ai parlé pendant le podcast ou si on en parlait juste avant. Pauline Ferrand-Prévôt aussi, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Qui gagne à la fois cyclocross, cross et route. Je trouve ça assez impressionnant. Ouais. Voilà, et puis... Elle a gagné récemment, en plus, son dernier... oui, elle est revenue, et elle s'était fait mal au dos, et elle est revenue, et c'est vraiment impressionnant, quoi. Son histoire est incroyable, ouais. Je trouve, franchement, elle est revenue d'une maternité aussi, parce qu'elle a été maman. D'accord. Il me semble. Après, elle s'est blessée, et ça a été assez grave. Elle a eu un gros accident, ça a été assez costaud, non, il me semble. Et là, elle revenait de loin, quoi. Elle revenait très loin. Et elle regagne. Elle regagne, exactement, elle rafle tout. Puis je sais pas à quel point tu peux obtenir des bons sportifs, mais il y a Martin Fourcade, forcément. Mais je l'aurai un jour. Tu l'auras un jour maintenant qu'il est à la retraite. Oui, il a peut-être plus de temps. Je sais que c'est quelqu'un un peu comme toi il a plusieurs activités, il fait plein de trucs, c'est pas un mec qui s'ennuie. Mais c'est plus facile, je pense, maintenant qu'il a rangé un peu les skis, mais ouais, bien sûr, j'arriverai à le faire venir à ce micro, c'est sûr. Ah bah, j'y manquerai pas. Ok, merci beaucoup Martin, j'ai passé un super moment. Merci à toi. J'espère qu'on aura fait voyager un petit peu les auditeurs et qu'on leur a fait donner
envie et donner le goût de vouloir essayer. Où est-ce qu'on leur dit de te suivre, je sais pas, tes actualités, si jamais il y a des gens qui ont envie de te contacter, te dire qu'ils ont bien aimé l'épisode, où est-ce qu'on les renvoie? Alors, je suis pas du tout sur Instagram, j'ai un compte Facebook, mais où je publie vraiment diverses choses, hein, autant mes sculptures sur bois que mes après-midi rando. Donc voilà, c'est pas forcément monocycle, mais quand même, je surveille. Enfin, je suis actif sur mon compte. Ok. Voilà, faut pas hésiter, hein, même s'ils veulent savoir quel type de mono acheter pour débuter. Hein. Où je peux le dire maintenant, pour moi c'est ce magasin de Lyon là, bon, qui me sponsorise, donc je suis peut-être pas très je parais peut-être pas très objectif, mais n'importe quel monocycliste de France ou même d'Europe cite le Cri du Kangourou à Lyon, avec le vendeur Romain Gadiolet, qui est hyper sympa, et il peut même nous monter des monos de marques différentes, nous conseiller, et puis il expédie super vite, donc il n'y a pas besoin de se déplacer à Lyon, le site est bien fait. Ok, trop bien. Voilà. Bah écoute, merci infiniment Martin, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!